Eh bien, bonjour, bienvenue à vous pour ce nouveau webinaire mensuel de Batilab. On va parler aujourd'hui d'assainissement et de toilettes écologiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels techniques d'usage. Vos micros sont fermés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour un bon confort de chacun. Et pour échanger entre nous, je vous invite à utiliser l'espace de discussion. Si vous avez des questions à poser à nos deux intervenantes du jour, utilisez cet espace, posez vos questions par écrit, je me ferai votre porte-parole. Donc, on aura une séquence de questions après les deux interventions de ce jour. Le webinaire est également enregistré, c'est-à-dire que la captation vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à diffuser le lien autour de vous. Et les supports qui sont partagés par nos deux intervenantes du jour seront également mis en ligne sur le site de Batilab d'ici quelques jours. Vous pourrez à la fois les consulter et les télécharger. J'en reviens au sujet du jour. L'assainissement et les toilettes écologiques. Nous avons deux intervenantes. En premier lieu, Samia Seil de Topeco, qui va introduire le sujet et parler un petit peu technique. Qu'est-ce que c'est que des toilettes écologiques? Comment ça fonctionne? Et nous aurons ensuite un retour d'expérience de Johanna Fernandez, qui intervient en direct de Genève. Donc, c'est un webinaire international aujourd'hui et qui va nous parler d'un retour d'expérience d'une coopérative d'habitat à Genève. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Samia. Samia, je te laisse partager ton écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Rémi et merci à Batilab de nous inviter pour parler des toilettes écologiques aujourd'hui, qui est un sujet très important. Donc, j'en profite aussi pour me présenter un peu plus. Donc, je suis une ancienne architecte qui a abandonné le métier d'abord pour devenir ouvrière en éco-construction, rejoindre les compagnons bâtisseurs et enfin m'installer comme AMO en éco-conception. Et Nicolas Baleno m'a rejoint dernièrement et ensemble nous formons le collectif qui s'appelle Fil Organico. Lui est plus spécialisé en agriculture et vous allez voir à quel point c'est important pour parler des toilettes. Je vous fais donc un petit plan. On va d'abord faire une introduction du sujet on va partir du très grand pour rentrer dans le tuyau. C'est assez important de faire un petit pas en arrière. Je sais que beaucoup ici sont venus avec peut-être l'intention d'avoir tout de suite des solutions, mais si on n'expose pas avant les enjeux, c'est un petit peu difficile de comprendre. Alors, on commence maintenant donc, par parler des pressions environnementales. J'en profite pour vous parler du réseau de l'assainissement écologique, le RAE, dont Johanna et moi sommes membres. C'est une association très active qui a maintenant 20 ans sur le sujet de l'assainissement écologique, la toilette sèche ou toilette écologique étant le premier assainissement. Et ce graphisme qui a été réalisé pour expliquer qu'il y a deux enjeux qui sont importants. Dans un premier temps, de restaurer le cycle naturel de l'eau. De la mer, là, de Dosso, la responsable climat. J'ai fait un petit dossier. Il y a des micros allumés. Donc, le cycle naturel de l'eau qui se distingue de la fertilité des sols, mais en même temps, ces deux cycles se rejoignent dans l'habitat. Et la notion de séparation à la source va donc être introduite pour expliquer comment tout cela fonctionne ensemble. Évidemment, les 9 limites planétaires que maintenant tout le monde connaît, avec un petit zoom, un fléchage sur la limite qui s'appelle utilisation et cycle de l'eau douce. Donc, il y a l'eau bleue qui est à la fois l'eau de pluie. Et d'ailleurs, je dois dire qu'un des intérêts de cette intervention aujourd'hui, c'est de rappeler à quel point c'est vraiment une mauvaise idée de mettre l'eau de pluie dans les toilettes. Et l'autre limite qui est celle du phosphore, de l'azote et des matières carbonées qui sont largement perturbées. Voilà, donc maintenant, voici une image que l'on retrouvait quand on était enfant, qui est le cycle naturel de l'eau, qu'on appelle aussi le grand cycle de l'eau. Donc, rappelez-vous,
les précipitations qu'on retrouve dans les fleuves et les rivières, les nappes souterraines, par transpiration, la végétation. S'il vous plaît, 30 bouteilles, environ. Je suis vraiment désolée, mais ça me perturbe. Donc voilà, et donc par évaporation et condensation, on retrouve les précipitations. Si on va sur la droite de cet écran, apparaît le petit cycle de l'eau et la modification donc, de ce cycle naturel par l'intervention humaine. Donc le captage et l'usine de traitement d'eau potable qui vient introduire de l'eau potable dans nos habitats, dans nos usines et dans nos bureaux. Et enfin, l'invention des égouts et du tout à l'égout, donc que vous retrouvez ici avec la tuyauterie brune, qui emmène à la station d'épuration elle-même qui vient se déverser à la rivière. Alors, tout petit aparté historique, en 1832, une épidémie de choléra permettra au baron Haussmann et à l'ingénieur Belgrand d'imposer le tout à l'égout. À cette époque, les pots de chambre étaient collectés à la porte et ça rapportait même quelques sous aux urbains avant d'aller rejoindre les champs. Les toilettes passent donc à la chasse et l'eau devient un moyen de transport pour nos excréments. Au début, les égouts s'épandent directement dans les champs. D'ailleurs, la productivité agraire à cette époque augmente, mais la ville et ses affluents augmentent aussi. Et par conséquent, on va commencer à imaginer une solution chimique et industrielle pour traiter ces eaux. Ce sera la station d'épuration. On est à ce moment-là dans l'entre-deux-guerres. Et les fertilisants prennent aussi le chemin de l'industrialisation et du chimique. Donc maintenant, on vient zoomer un petit peu sur l'écran de droite, la station d'épuration. Là, ici, on est dans un système unitaire qui est très largement répandu, en tout cas en France, où on collecte à la fois les eaux pluviales qui ici se chargent entre autres en métaux lourds, mais aussi avec les caoutchoucs que nos pneus délaissent sur les routes. On y voit donc tout l'usage public et industriel et l'usage domestique. Et si on arrive à la fin de tous ces traitements, on voit donc bien ce rejet à la rivière qui aujourd'hui est très problématique. Je rappelle que nous sommes en Bretagne avec un niveau d'eutrophisation des milieux qui est très important, qui n'est pas dû que à ce traitement des eaux usées. On le sait qu'on est sur une terre d'élevage. On a aussi donc les effluents animaux qui provoquent aussi tout ça. Maintenant, on vient zoomer à l'intérieur de la maison. Et ce tableau qui a été réalisé par nos amis du Lésu et de Okapi, on vient donc caractériser les différents effluents. Donc là, on est vraiment au tuyau à la sortie de la maison. Et la première colonne nous indique que 25% de l'eau potable utilisée est destinée à la chasse d'eau. Alors, on va revenir à ce graphisme, mais on va d'abord faire un petit calcul. Je vous invite à faire un petit calcul. Donc, 25 litres par jour et par personne. En un mois de chasse d'eau, on a consommé 750 litres d'eau potable. En un an, quasi 10 mètres cubes. Si on considère que nous consommons, qu'il est en tout cas recommandé de consommer 1,5 litre d'eau par jour, ça fait 547 litres par an. Par conséquent, en 3 ans de chasse d'eau, nous avons consommé 50 ans de besoin de boire de l'eau potable. Ce calcul est effectivement quelque peu insensé. Donc, ces caractérisations nous montrent aussi donc, les colonnes 3 et 4. L'urine est effectivement très riche en azote et au phosphore et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des nutriments, des éléments qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Elles le sont aussi à la croissance des algues, d'où l'apparition des algues vertes. Encore une fois, il y a aussi les effluents animaux qui provoquent ça par chez nous. Et par conséquent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, mais pas seulement, commencent à parler de récupérer ces effluents pour les réutiliser, comme on le faisait à l'époque, en agriculture. Et la dernière colonne qui nous montre que la bactérie E. coli, qui est donc la bactérie, quand on la retrouve dans l'eau, qui peut provoquer des coliques, à elle seule, alors qu'on le voit sur la première colonne, elle ne représente que 0,2%
du volume d'eau qui part à la station d'épuration, elle vient souiller le quasi 100% de cette eau qui part à la station. Donc ici, quelques articles de presse qui nous rappellent que très régulièrement en Bretagne, nous avons des arrêtés préfectoraux pour interdire la baignade ou la vente d'huîtres ou autres fruits de mer, ce qui économiquement pose un problème. Alors, je dois vous dire que j'ai pris cette photo à Batilab, il y a une affiche dans les toilettes. C'est l'artiste Bonneufried qui nous rappelle que le caca, c'est pas de la merde. Ces affiches ont été produites par le réseau de l'assainissement écologique, ainsi qu'une quantité d'autres, avec au dos tout un plaidoyer. Vous pouvez les retrouver sur le site du réseau, elles sont en vente, c'est très belle sérigraphie. Nous entrons maintenant un peu dans on va dire, le vif du sujet, qui est l'assainissement et les toilettes écologiques. Et vous comprendrez pourquoi je ne parle pas de toilettes sèches, mais de toilettes écologiques. Donc, voici le cycle naturel, alimentation, excrétion. Nos excréments, comme on a vu, sont très riches en nutriments, puisque forcément, elles sont enrichies de tout ce qu'on a pris du sol avec l'alimentation. Donc, l'idée, c'est de la récupérer, de la retourner au champ et ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, le cycle a été cassé puisque nous sommes dans un fonctionnement linéaire avec des usines qui soit transforment l'azote de l'air. Nous sommes chez AZF, rappelez-vous l'explosion qu'on a connue il y a une vingtaine d'années ou peut-être plus maintenant à Toulouse, sans parler de l'explosion du Liban, je pense qu'elle a laissé personne indifférent. Donc, ce sont un procédé qu'on appelle Haber-Bosch qui est très énergivore. Sans parler du phosphore qu'on va aller extraire dans des pays comme le Maroc ou le Canada. Alors, l'azote minéral est aussi importé pour 38% de Russie et des USA. Donc, le phosphore, on l'extrait en mine. On vient ensuite le transformer, on le met dans les champs. On le mange. Je ne parle pas de l'aspect sanitaire, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tout ça est excrété dans les toilettes qui, avec de l'eau potable, rejoint la station. Seulement 1,6, donc d'après des recherches au CAPI, seulement 1,6 des stations d'épuration françaises sont en capacité de traiter complètement tous les éléments. Pour rappel aussi, c'est dans l'urine que l'on retrouve tous les résidus médicamenteux, que l'on retrouvera aussi donc, dans les rivières. Ce système linéaire est évidemment aussi l'enjeu d'un déséquilibre géopolitique et donc l'enjeu d'une souveraineté à retrouver pas négligeable. Nous sommes en Bretagne, il est important d'analyser aussi la biochimie de nos sols avant de savoir comment réintroduire les nutriments sous forme minérale ou sous forme carbonée dans nos sols. C'est une petite parenthèse. Donc, voici aujourd'hui les différents modèles que nous pouvons retrouver, on va dire, sur le marché. Pour la petite histoire, ce sont les Suédois qui sont en avance et à la pointe sur ce sujet. Et ce sont les Suédois des bandes côtières qui ont vu leur mer qui commençait à se polluer au moment de l'été, au moment où la population venait rejoindre leur bungalow. Puisque les toilettes et en général les eaux grises étaient plus ou moins directement connectées à la mer. Donc, ils ont commencé à penser à la fois composteur relié directement à la toilette et surtout séparation parce que c'est beaucoup plus simple de gérer les excréments quand ils sont séparés. Donc, nous avons en haut à gauche des toilettes à eau qui permettent la séparation. À droite, les urinoirs secs. Maintenant, il existe des urinoirs féminins et surtout un urinoir mixte. En bas, nous trouvons les urinoirs sèches avec un compost relié. Donc, Johanna nous montrera des exemples genevois qui fonctionnent comme ça. Et, alors, attendez, excusez-moi, j'ai un élément. Ah, pardon. Alors, il faut que je... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? OK. Alors, il faut que je revienne en arrière. Ici.
Voilà, donc nous avons les toilettes sèches avec Samia, séparation. il faudrait idéalement passer en plein écran, Ah, pardon. en mode présentation. Voilà, Merci. pardon. Parfait. Donc, ce qu'on voit sur les 2 diapositives du bas, c'est que la ventilation est connectée aussi, elle, directement au composteur. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a quelques éléments techniques qu'il est important de connaître et de mettre en œuvre quand on passe à la toilette à séparation, en tout cas à la toilette écologique. Et à droite, une petite coupe qui montre comment cela pourrait fonctionner dans un immeuble. Donc, on voit bien qu'on a quand même des doubles réseaux et peut-être un peu plus en tout cas de tuyaux. Donc quelques modèles parmi 1000, la chaise percée qui fonctionne toujours et pas seulement dans nos campagnes, mais en tout cas qui peut fonctionner quand on fait des fêtes. Certains et certaines en ont même encore chez elles. À droite, un petit peu l'évolution contemporaine de cette toilette sèche. Là, on a affaire à un projet bordelais, la Mamo, pour celles et ceux qui sont intéressés. Il y a une collecte qui a été mise en place chez les habitantes et habitants, un projet qui est vraiment très, très intéressant. Alors, beaucoup plus moderne, ici, c'est un fabricant marseillais qui a mis en place une toilette avec un tapis qui s'appelle l'Ecodoméo. Alors, en haut, ce sont les Suédois qui ont un modèle séparé. Donc, on est avec une cuvette en plastique et on voit, donc, quand on s'assoit, la lunette a une opercule qui ferme la vue sur les matières. Et non, quand on s'assoit, au contraire, ça l'ouvre. Donc, à l'avant, vous avez le seau qui permet de collecter l'urine. À l'arrière, les fesses. Donc, les fesses, c'est le caca. Hein. On a un certain nombre de termes comme ça que vous pourrez retrouver dans des glossaires. Je vous indiquerai plus tard où et comment. Donc là, ici, on est sur une collecte. On vient récupérer les seaux et les emmener au composteur et à l'urine encore ailleurs, mais on verra aussi où. En bas, on a un modèle suisse qui s'appelle Laufensafe. Et on a une coupe schématique qui nous montre comment l'urine vient rejoindre un réseau dédié, contrairement donc aux fesses qui, elles, partent avec l'eau. Donc, soit dans un composteur direct, encore une fois, je renvoie à la présentation de Johanna, soit au tout à l'égout quand on ne peut pas faire autrement. Commencent à apparaître les urinoirs secs ici en céramique. Un des modèles d'urinoir féminin. Et alors, pour vous expliquer comment cela fonctionne, donc, est mis en place un siphon un peu particulier. Donc, c'est un siphon plat. Et dans ce siphon plat, on vient mettre un petit clapet qui, quand il n'y a pas de liquide à passer dessus, donc c'est la flèche qu'on voit de gauche, le clapet se ferme, ce qui empêche les odeurs de remonter. Comme tous les urinoirs, vous savez que l'astruvite vient facilement boucher les tuyaux. Donc, encore une fois, il y a des recommandations d'entretien. Ce qui est sûr, c'est que pour tous ces systèmes, il y a un changement de comportement aussi qui est attendu et demandé, de ne plus utiliser de biocide. On nettoie ces toilettes avec tout simplement du vinaigre et parfois aussi du citron mélangé. Ces biocides, de toute façon, ne sont pas non plus recommandables quand on est raccordé au tout à l'égout, entre parenthèses. Alors, voici quelques exemples concrets. Dol de Bretagne et la résidence de l'Auberge que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc ici, nous avons 23 logements neufs. C'est un projet collectif. Ce sont l'ensemble des habitantes et des habitants qui ont demandé à mettre en place des toilettes. Ce projet a été soutenu par le bailleur social Émeraude. Et c'est un modèle Ecodoméo qu'on voit en bas à droite. Donc l'urine arrive dans des cuves qui sont collectées ensuite par une école d'horticulture, tandis qu'une association, Composte Tout, vient prélever les caisses qui sont à l'arrière de ces toilettes et qui les emmène à composter sur une aire de compostage dédiée. Donc ici, il y a 173 mètres cubes d'eau potable qui sont économisés par an, tandis que quasi 1 hectare de maraîchage, enfin en tout cas de terre horticole, est amendé grâce à l'urine.
résidence à quai vert portée par le bailleur social Néotois que Nicolas et moi-même accompagnons. Donc, ce projet est en cours de conception. Il sera mis en service en 2027. Donc là, avec les bailleurs et les exploitants que seront Cereden, nous avons décidé dans un premier temps d'équiper les logements avec une toilette à eau, la fameuse Laufen. Donc, 2 réseaux dédiés seront mis en place. La chance sur ce projet, donc nous sommes avec une résidence dédiée aux seniors, une résidence dédiée aux jeunes, c'est qu'une animation sociale sera présente toutes les semaines et on espère pouvoir profiter de ces animations pour aborder le sujet de l'alimentation, pour aborder le sujet des pressions environnementales et de l'intérêt de récupérer les nutriments pour les renvoyer au sol. Et par conséquent, nous espérons que les utilisateurs demanderont à déconnecter leur toilette à eau pour passer à une toilette sèche, qui est le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, le modèle de séparette. Ceci sera aussi possible parce que la ventilation sera au bon endroit dans la gaine, dans le dos des toilettes. Donc, dans un deuxième temps, nous espérons économiser 256 mètres cubes d'eau par an et amender un peu plus d'1 hectare de terre maraîchère ou horticole. Ici, vous voyez un directeur de collège tout à fait heureux, puisqu'en effet, son collège a été réhabilité, l'eau potable a été déconnectée des toilettes, je reviens en arrière, pardon, des cuves à séparation ont été mises en place. Donc, on voit sur le schéma blanc qu'on a un composteur qui est directement connecté à la toilette. Donc, dans le dos de ce composteur est accessible. Et là, il y a une personne qui régulièrement, avec un entretien en général 1 fois par mois, vient mélanger les matières et quand c'est possible, les collecter pour amender un potager ou des espaces verts. Les urinoirs secs, eux, sont directement connectés à une cuve enterrée que l'agriculteur va venir chercher. Donc, vous avez les modèles à droite de toilettes et d'urinoirs. Et ici, c'est 650 mètres cubes d'eau qui sont collectés, qui sont économisés par an. Et les professeurs sont ravis aussi d'avoir toute cette matière, des nouveaux sujets à discuter avec les élèves qui, eux aussi, expriment tout d'un coup un pouvoir tout d'un coup trouvé et découvert de pouvoir d'intervenir dans ce qui jusque-là, en fait, leur portait anxiété, à savoir le changement climatique. Ici, nous sommes à Paris, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Donc, il y avait un premier projet qui a préfiguré cet écoquartier dans les grands voisins. Donc, ça, c'est l'équipe d'Ocapi qui avait mis en place à l'époque des urinoirs. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été mis en place. Ici, c'est l'aménageur public de Paris qui porte ce projet, donc un écoquartier qui comportera 600 logements, mais il y aura aussi des bureaux et des équipements publics. On est sur de la réhabilitation et du neuf. Ici aussi, on va avoir un double réseau qui permettra de collecter l'urine, qui par contre là sera directement hygiénisé par un procédé inventé par la firme Vuna, qui est une firme suisse, et qui va produire directement de l'engrais utilisé par les espaces verts de la ville de Paris. Et là, on espère cultiver 25 hectares de maraîchage, enfin, d'espaces verts. Je voulais aussi vous présenter cet exemple allemand de composteur à grande échelle. Ça peut être assez intéressant quand on est sur une île ou quand on est en bord de mer. Ce sont les Allemands qui portent ce projet. Donc, Finizio sont des fabricants de toilettes très design, mais aussi des loueurs de toilettes pour les festivals. On est à Berlin, dans une grande métropole. Ils ont été le gagnant d'un appel à projet européen pour créer cette plateforme de nutriments. Donc, on les voit ici déverser les poubelles qu'on met sous les toilettes dans les festivals. Et ça va composter dans ce container. Donc, on n'est pas connecté au sol, mais le fond, par contre, du container, lui,
a reçu quelques centimètres de terre et de vers de terre, et à condition que tout cela montre un certain niveau de température, et après un certain temps, et donc il y a une hygiénisation qui est produite. Cette terre est ensuite, ce qui préfigure de ce futur humus est ensuite étalé. Là, c'est pareil, on a des machines un peu spécifiques qui viennent brasser parce qu'on a besoin d'oxygène pour que le compostage opère correctement. Et on vient vérifier aussi le niveau de température, et on voit en bas à droite un terreau d'une très très bonne qualité. Donc l'agrément n'a pas encore été reçu, mais on l'espère très prochainement. Donc en France, il existe aussi une opération à plus petite échelle dans le centre de la France, et on espère aussi que ces plateformes vont pouvoir se multiplier, et pourquoi pas accueillir les composts alimentaires, puisqu'on le sait, pour beaucoup de communes aujourd'hui, cette obligation de composter les denrées alimentaires, c'est assez compliqué. Alors voilà, maintenant je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêtes et prêts au changement? Les opportunités sont multiples, donc nous l'avons vu, on peut économiser 20% de l'eau potable domestique. Alors l'agence de l'eau s'engage. Alors il faut savoir que certaines agences de l'eau vont financer jusqu'à 80% les études et les équipements pour ce genre d'installation. Loire-Bretagne, on peut atteindre du 50%. On a 80% donc, de l'azote des eaux usées qui provient de l'urine. Si on les sépare, si on arrive à faire une séparation à la source, on arrive à soulager les stations d'épuration. Et je rappelle que le DRU2 donc la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, va obliger de traiter l'azote aux steppes. Alors, pour les élus territoriaux, il y a évidemment les PCAT qui sont intéressés par ce genre de choses. Pour tout ce qui est bande côtière, c'est aussi important parce qu'encore une fois, on voit que ça bouleverse l'économie on va dire des faiseurs d'huîtres. Et il y a aussi des nouvelles filières à créer, donc du boulot non délocalisable qui est à créer. Il y a un enjeu de résilience et de souveraineté alimentaire qui est très très fort. Rappelez-vous qu'au démarrage de la guerre en Ukraine, le prix des engrais a explosé. D'ailleurs, grâce à ça, la Chambre d'agriculture de Seine-Normandie est entrée dans la marge d'un projet avec Okapi, et des hectares aujourd'hui de blé sont alimentés dans l'urine collectée à la plaine Saclay. Du pain est produit d'ailleurs, et des biscuits aussi. Donc il est important, je le redis, de retourner des nutriments au sol dans ce contexte de forte pression sur les matières et les matières carbonées. Là aussi, on a aussi le plan alimentaire territorial et les chambres d'agriculture ainsi que les bassins versants qui peuvent être intéressés par ces enjeux-là. Et un enjeu sociétal fort de retrouver du pouvoir d'agir et de faire ensemble. Et enfin, une interconnaissance entre le monde agricole et la société civile qu'il est aussi important de pouvoir faire renaître. En Bretagne, donc, il y a évidemment les bandes côtières qui sont impactées, qui peuvent être intéressées, la pression agricole aussi, avec lesquelles on peut donc retravailler, une ressource en eau qui reçoit une pression, le nombre d'habitants qui augmente, une forte saisonnalité, ce qui signifie que, je fais un petit peu vite, je m'excuse, mais je vois que le temps passe, les installations touristiques pourraient être peut-être les premiers équipements à équiper avec des urinoirs secs, tout ce qui est aussi bureaux, lieux publics, golf, terrain de foot. Les écoles, c'est très important puisqu'en éduquant les enfants, on éduque des futurs adultes. Quelques références sanitaires et réglementaires que vous retrouverez sur le site de l'OMS, sur le site des SPANC et aussi sur le site de l'OCAPI. Et voilà aussi quelques références. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Ancel et qui vous parlera beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire de l'histoire de l'assainissement. Évidemment, le réseau de l'assainissement écologique, OCAPI et AgroCapi, un film fabuleux existe. Donc, si des programmateurs et programmatrices de films sont intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et ce document que vous pouvez trouver sur le site de l'ARSO, quel intérêt pour la séparation à la source dans la gestion des eaux usées domestiques, qui vous permettra
de rematurer un petit peu tout ce que j'ai dû vous dire, peut-être un petit peu rapidement. Et avec Nicolas, on sera contente aussi de vous retrouver si vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vais pouvoir laisser la parole à Johanna. Merci beaucoup, Samia. Donc, petit point d'information, on garde les questions pour à la fin des 2 interventions. Voilà. On va laisser la parole maintenant à Johanna Fernandez de Aneco pour un retour d'expérience. Alors, un petit instant. Pas de souci, le temps de basculer en mode plein Voilà, écran. c'est ça. Et puis là, bien sûr, j'ai des soucis de... ouais. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer aussi d'aller peut-être un peu vite pour qu'on ait le temps de répondre à vos éventuelles questions. Merci Samia pour la super présentation. En ce qui me concerne, je vais faire un retour d'expérience d'une coopérative d'habitation qui s'appelle Équilibre et qui est située à Genève, donc en Suisse. Moi, c'est Johanna Fernandez et je suis ingénieure en environnement de formation et j'ai cofondé avec plusieurs autres personnes il y a quelques années Aneco. Aneco, on est une structure dont l'objectif est vraiment de promouvoir la valorisation des ressources présentes dans les eaux usées et nos excréta, bien entendu. On a plusieurs activités, une grosse activité, donc on fonctionne un petit peu comme un bureau d'études, mais aussi installateur, suivi des installations existantes, mais on a aussi des activités de sensibilisation et de recherche et développement pour les procédés de traitement qu'on développe. J'ai aussi un autre regard, parce qu'en plus de ma position et de mon travail chez Aneco, je fais aussi partie d'une autre coopérative d'habitation. Et donc, je suis future habitante d'un immeuble qui va aussi mettre en place une gestion de ces eaux usées un peu plus écologique. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu regard maître d'ouvrage dans un sens. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter 2 projets existants de la coopérative d'habitation Équilibre. En 2 mots, la coopérative d'habitation Équilibre, c'est une coopérative participative, très engagée avec des valeurs sociales et environnementales fortes. Et c'est une coopérative qui est engagée depuis ses débuts pour l'assainissement écologique et qui a vraiment eu un rôle clé à Genève. Grâce à eux, on a la chance d'avoir des projets pilotes qui sont innovants et qui servent de référence et qui nous permettent aussi d'avoir des données concrètes pour pouvoir convaincre et aller un petit peu de l'avant dans ce sens-là. Pour l'instant, cette coopérative, elle a 3 projets existants, mais il y en a aussi plusieurs à venir et tous ces projets ont toujours vraiment une approche et une grosse réflexion qui est dédiée à l'assainissement écologique. Et donc, le lien avec nous, c'est qu'on collabore sur tous les projets pour les accompagner, pour développer ces différents systèmes. Et je vous ai mis le lien vers les sites internet si vous voulez en savoir plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet et la présentation des exemples, je voulais vous faire une petite introduction sur le contexte à Genève, parce que ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en Suisse. On a vraiment un contexte, un terreau très fertile, on pourrait dire, à Genève, et cela pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, il y a effectivement la forte présence de coopératives d'habitation engagées pour l'assainissement écologique, dont Équilibre est vraiment la pionnière. Et la deuxième raison, c'est que malgré une réglementation nationale qui est non adaptée, les pouvoirs publics à Genève ont été favorables depuis le début au développement de ces projets pilotes pour faire face aux différents enjeux dont a parlé Samia, donc actuels et futurs qui nous attendent. Et donc, ces pouvoirs publics qui sont plus que favorables, étant donné qu'ils ont vraiment pris aussi le sujet en main. Et depuis 2023, on fait partie d'un comité de pilotage qui est vraiment dédié à ces questions de l'assainissement écologique à Genève. Et on se rencontre régulièrement avec différents services de l'État. Donc, justement, il y a toute la partie eau, mais aussi la partie agriculture qui est très importante. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer un cadre propice au développement de ce type de système et de donner envie justement aux autres cantons et avoir des exemples un petit peu concrets pour pouvoir accompagner aussi les autres même pays qui pourraient s'intéresser à ce type de projet. Et on se rend compte aussi qu'il y a vraiment une demande croissante de la part de la population pour ce type de système. Donc ça, c'est lié aussi à plein de choses et notamment à la prise de conscience aussi de tous les enjeux qui sont liés à la gestion de nos eaux usées. Le premier
bâtiment que je vais vous présenter, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques, même si je suis ingénieure à la base, donc c'est toujours un peu difficile. Donc ça, c'est le bâtiment de Équilibre, le premier bâtiment qui a été construit en 2011, où il y a 13 logements qui sont répartis sur 3 étages. Donc là, on a vraiment une gestion des excrétas et des eaux usées qui se fait entièrement sur site. On a d'une part des toilettes sèches dans tous les appartements et d'autre part un traitement des eaux grises, donc les eaux des douches, cuisine, etc., qui sont traitées par un filtre planté de roseaux en extérieur. Donc on a dans ce bâtiment une production de compost et d'un urinofertilisant et l'évacuation des eaux grises, une fois qu'elles sont traitées, elles sont évacuées dans l'environnement, un petit peu comme à la sortie d'une station d'épuration, et elles sont donc relâchées dans l'environnement via le réseau public d'eau de pluie. Donc, avant, on parlait voilà, des réseaux unitaires qui sont souvent présents, en tout cas dans cette situation et ce lieu à Genève en particulier, on a des réseaux séparatifs, donc un tuyau pour les eaux de pluie et un tuyau pour les eaux usées. Et donc, ces eaux traitées vont dans le tuyau des eaux de pluie. Concrètement, à quoi ça ressemble? Chaque famille a une toilette sèche dans son appartement qui est directement connectée à un composteur en sous-sol. C'est un des exemples qu'a présenté Samia tout à l'heure. Donc, il y a vraiment la canalisation qui va de l'appartement jusqu'au composteur. C'est des composteurs qui font environ 1 mètre cube et qui ont plusieurs compartiments qui permettent d'avoir plusieurs étapes de dégradation de la matière. Dans la partie où il y a le plus d'activité biologique, on a rajouté justement des vers de terre et on a un lombricompostage qui se fait ici. On a ensuite un post-compostage qui se fait à l'extérieur du bâtiment. C'est un composteur collectif où toutes les familles qui s'occupent de leur propre composteur vont évacuer le compost, qui est déjà un compost transformé. Il ne s'agit plus du tout de matière fécale, mais pour assurer une absence de problèmes sanitaires, il y a vraiment au total presque 3 ans depuis la matière fraîche jusqu'à l'utilisation du compost. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que là, il y a vraiment c'est les futurs habitants qui ont choisi ce système et donc qui avaient envie aussi de prendre en charge la gestion de leurs excréments, mais ça, c'est aussi tout à fait quelque chose qui pourrait être externalisé en termes d'entretien notamment. Et à NECO, on fait aussi le suivi et les maintenances un petit peu plus poussées qui peuvent survenir dans la vie du projet. En 2021, il y a une nouveauté qui est apparue dans ce bâtiment, c'est qu'il y a une volonté de séparer les urines. Justement, on a vu que c'était un effluent qui était très intéressant, très concentré en nutriments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pu se faire après coup, même si ça n'avait pas été pensé à la base pour ça, on a réussi à mettre en place. Et donc, l'urine, elle est traitée sur un filtre à charbon pour produire un engrais qui est nommé Pitribon. Cet engrais, il est ensuite utilisé uniquement dans les jardins de la coopérative. Pourquoi? Alors, en Suisse, les réglementations sont un petit peu différentes qu'en France. Mais donc, tout engrais qui est commercialisé, utilisé en agriculture, doit impérativement être homologué. Donc voilà, ça, c'est un procédé qui est développé par ANECO. Et voilà, on est en train de faire tout le procédé justement pour pouvoir homologuer ce produit. Mais disons que pour l'instant, en tout cas, il est utilisé dans la coopérative. Finalement, les eaux grises, comme je disais tout à l'heure, sont traitées sur un fil planté. Donc, on voit que c'est vraiment à proximité des bâtiments, qui fait environ 45 mètres carrés. Et donc là, étant donné que l'effluent va directement dans l'environnement, on a voulu améliorer un petit peu le système qui, à la base, demandait une fosse de décantation qui devait être vidée à peu près 1 fois par année. Donc là, on a optimisé le système en rajoutant un pré-traitement avec une lombrifiltration. Donc, c'est ce filtre que vous voyez sur la photo qui consiste dans une couche de lombricompost, donc là où les matières un petit peu solides sont dégradées, et ensuite une couche de charbon de bois qui permet de servir de support bactérien pour que ces bactéries puissent finalement assainir l'eau et améliorer la qualité de l'effluent en sortie.
Alors, quelques chiffres à prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coopérative d'habitation Équilibre a fait un super document qui s'appelle Des toilettes à compost en milieu urbain. Donc, je vous recommande la lecture de ce document si ça vous intéresse, où il y a vraiment beaucoup d'informations et c'est vraiment un bilan sur tous les projets qu'ils ont mis en œuvre. Ça, c'est pour vous donner une petite idée des surcoûts que ça peut engendrer ce type de système, parce que, bien entendu, il y a des surcoûts par rapport au tout à l'égout, mais disons que ce n'est pas forcément des surcoûts pour la société si on la regarde dans son ensemble, mais en tout cas, les coûts, ils sont déplacés et c'est le maître d'ouvrage qui doit investir s'il n'y a pas des subventions étatiques a priori. Donc, dans ce cas de figure-là, on arrive à peu près 2000 francs. Alors, les francs et les euros, je ne sais plus où on en est, mais c'est à peu près la même chose. On va dire à peu près 2000 francs par équivalent habitant, donc par habitant, de surcoût. Et donc là, pour ce premier projet, étant donné qu'il y avait quand même un appui de l'administration cantonale, il y a quand même eu une réduction de la taxe de raccordement. Ça n'a pas totalement, il n'y a pas toute la taxe qui a été réduite, mais il y a quand même une bonne partie qui a pu être négociée. Et donc ça aussi, c'est vraiment des choses qui peuvent extrêmement être utiles et pour accompagner et aider ce type de projet à voir le jour. Parce que bien entendu, la faisabilité économique a toute son importance quand on veut développer ce genre de projet. Le deuxième projet dont je vais vous parler, alors là, on est dans un contexte un petit peu différent. Donc, le premier, c'était un petit peu aux abords de Genève, un bâtiment de 3 étages. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, avec une centaine d'habitants et 7 étages en plein centre-ville de Genève. Donc là, la coopérative a vraiment dû réfléchir à un autre système pour réussir à voilà, quand même avoir un assainissement écologique, mais voilà, mettre une toilette sèche, c'était pas possible pour des contraintes vraiment physiques. Donc, la coopérative a quand même décidé de mettre des toilettes à eau, mais en faisant le mieux possible. Donc, il y a quand même toutes les eaux usées de ce bâtiment qui sont traitées sur site, au pied du bâtiment. Et on a une valorisation des eaux traitées qui sont stockées dans une citerne d'à peu près 30 mètres cubes et recirculées dans les chasses d'eau. Donc, les chasses d'eau ne sont pas alimentées en eau potable et le surplus est aussi utilisé pour l'arrosage des terrasses. On a aussi une production de compost et tout récemment, on a ajouté en 2025 une production de l'urinofertilisant Pitribon dans la toilette publique du rez-de-chaussée qui permet aussi de faire une sensibilisation parce qu'il y a quand même beaucoup de passages dans ce bâtiment. Alors là, je vais vraiment pas rentrer dans les détails techniques. J'ai repris un petit peu un schéma qui est en anglais, je m'excuse, d'une de nos collègues qui fait un doctorat sur ce système. Donc ça, c'est aussi quand même intéressant comme information. Donc il y a vraiment une grosse collecte de données qui est en train d'être faite pour avoir une analyse du système complet. Et ça, c'est vraiment aussi des choses, on se rend compte, qui rassurent les autorités et qui permettent aussi d'aller de l'avant et de donner une réelle crédibilité à ce type de système. Donc, en 2 mots, on a les toilettes, les eaux des toilettes, donc on appelle les eaux noires qui sont traitées dans un lombrifiltre qui est à peu près c'est le même principe. Je vous montre des photos juste tout à l'heure que ce qu'on a rajouté comme pré-traitement à Crécy. Et les eaux grises qui sont aussi traitées avec un système à peu près similaire, principalement avec du charbon de bois. Et toutes ces eaux usées vont être rejointes dans des 2 filtres successifs minéraux avant d'être stockés et, comme je disais, réutilisés dans les chasses d'eau et pour l'arrosage. Alors voilà, ça c'est non plus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça représente en coupe et puis en vue de haut. Ça, c'était les tout premiers plans. Et voilà, donc les photos, ça parle toujours un petit peu plus. Donc sur la gauche, le traitement des eaux noires, donc c'est un énorme lombrifiltre de 8 mètres de diamètre, donc c'est assez impressionnant quand même à voir. Et tout ce qui est sur la droite, c'est ce qui concerne le traitement des eaux grises, avec quand même aussi un petit lombrifiltre très actif et ce filtre à charbon de bois pour les eaux qui sont clarifiées. Pour les surcoûts, donc ça fait partie du même document dont je vous parlais tout à l'heure. On arrive à peu près au même chiffre, mais quand même un petit peu plus, plutôt 3500 par équivalent habitant de surcoût, tout en sachant qu'il y a une différence notable par rapport au premier projet, parce que
Donc là, il y a aussi eu une réduction de la taxe de raccordement. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais nous, on a une taxe vraiment pour se raccorder physique en une fois. Et après, en fait, il y a une taxe sur l'eau potable qu'on utilise qui est dédiée au traitement des eaux usées dans les stations d'épuration. Donc là, dans ce projet, la coopérative a réussi à avoir une économie des taxes d'exploitation du bâtiment. Donc ça veut dire finalement que la coopérative paye l'eau potable moins chère que la normale. Et ça aussi, c'est vraiment très, 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 très utile pour encourager ce type de projet. Et alors, je me suis canalisée, mais je n'ai pas fait de dernière slide pour aller plus loin, mais juste pour vous donner aussi une idée de l'ampleur que ça prend, en tout cas à Genève. Il y a vraiment énormément de coopératives. D'une part, c'est les premiers qui sont en général intéressés, mais il y a énormément d'autres maîtres d'ouvrage qui s'intéressent vraiment au sujet. Là, dans 2 mois, il y a un autre, la coopérative dans laquelle je vais emménager qui va mettre en place un système totalement aussi déconnecté du tout aller au bout pour 300 personnes. Donc, on va aussi dans des échelles de plus en plus grandes. Et on va réussir à avoir des retours d'expérience de plus en plus larges pour différents types de contextes. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation des exemples et je me réjouis d'écouter vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Johanna. Alors, quelques questions sont arrivées par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas à continuer à en poser. Je les prends dans l'ordre. Plusieurs questions pour Samia. Est-ce qu'il existe une filière bretonne de récupération de l'urine? Et cette question complétée d'une remarque, c'est un dispositif qui sera indispensable, notamment pour l'adhésion des maîtrises d'ouvrage, en gros pour la généralisation du processus. Tout à fait. Ce qui se passe à Quéver, c'est que les filières, alors comme on l'a dit, il y a l'auberge qui collecte déjà l'urine maintenant depuis quelques années. Ils ont trouvé une école près de chez eux pour la collecter. Sur Quéver, on se pose la même question. On a la chance d'avoir un maire très engagé et une agglomération, donc Dinan Agglo, qui est aussi très engagée sur le sujet. Donc, le chantier n'a pas commencé. On espère qu'au moment de la connexion, on aura déjà trouvé des acteurs. On a plusieurs rendez-vous dès la semaine prochaine et on espère, on va y arriver parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont enthousiastes à l'idée de ne plus avoir à acheter d'engrais azotés. Par contre, encore une fois, et pour ça, j'ai rejoint une équipe de l'INRAE. On espère aussi pouvoir monter un copil. On en est au balbutiement, hein. On est en train de se rencontrer entre les acteurs. On a rencontré quelques élus aussi qui étaient intéressés au sujet. Encore une fois, on est en Bretagne, on est avec une terre qui est déjà très riche en azote, d'où le problème des algues vertes. Donc, se poser la question de comment est-ce qu'on apporte les nutriments dans nos sols bretons, c'est des choses que moi, je ne suis pas à même de répondre. On va avoir besoin aussi des scientifiques pour le faire. Donc, sur Paris, il y a des grosses équipes et des chercheurs aussi, chercheuses, doctorants, hein, comme on a à Genève et à Lyon aussi. Sur ces sujets, on espère pouvoir réunir ici le même enthousiasme. Merci, Samia. Une autre question qui nécessite un éclairage. Plusieurs questions à ce sujet. Tu as parlé de l'utilisation de l'eau de pluie. Est-ce que tu peux redire, bien préciser pourquoi est-ce que l'utilisation de l'eau de pluie dans les toilettes n'est pas pertinente? Oui, tout à fait. Je m'excuse, j'ai un peu perdu le fil en vous présentant les diapositives. Donc, alors, déjà, cette idée a commencé à fleurir au moment de la sécheresse. Or, par définition, quand il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau de pluie. Ensuite, je vous ai montré donc le grand cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, jusqu'à là, la pluie se débrouillait sans nous, sans l'intervention de l'être humain. Et en fait, l'eau de pluie doit retourner au sol, que ce soit en nappe souterraine ou en rivière. Et comme vous l'avez vu aussi, 0,2% donc, des matières fécales dans une chasse d'eau viennent souiller 100% de cette eau qui arrive à la station. Et les stations, aujourd'hui, ne sont pas en capacité de traiter tout ça. J'ai vu aussi qu'il y avait, je me permets Rémi, sur la question des résidus médicamenteux. C'est une question qu'on nous pose régulièrement.
Donc, c'est la même chose si vous reprenez cette image de la station d'épuration qui vient se déverser hein, dans la rivière. Donc, elle se déverse pas seulement après traitement, elle se déverse aussi après une grande pluie. Et ça arrive quand même souvent par chez nous. Donc, je vous le disais, seulement 1,6% des stations d'épuration étaient équipées pour capter ces résidus. Ça signifie qu'on les retrouve dans les milieux. Il se trouve que, alors je ne maîtrise pas très bien ce système, Johanna saura peut-être mieux le faire, ou Nicolas, si tu veux continuer à répondre à certaines. Donc, j'ai vu que Nicolas, mon collègue, répondait un petit peu aussi dans le fil de conversation. Le processus de nitrification, qui est un processus un peu long, on parle aussi de processus d'hygiénisation, qui prend entre 1 et 6 mois. De fait de ce procédé chimique, il y a un certain nombre de molécules qui sont assimilées, qui disparaissent. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux rappeler en quoi consiste le processus d'hygiénisation? Johanna, est-ce que tu veux répondre à cette question? Parce que vous, en plus, vous êtes en train aussi de mettre en place et vous êtes rentré en étude avec le fameux Pitribon. Oui, alors hygiénisation, c'est peut-être, il faut peut-être juste faire attention à ce que ça veut dire, parce que donc dans le traitement, et typiquement ce qu'on demande aux stations d'épuration à l'heure actuelle, il n'y a pas d'hygiénisation. Hygiénisation, en fait, ça concerne que ce qu'on peut appeler des pathogènes, entre guillemets. Donc c'est ce qui va toucher plutôt la santé publique directement. Après, il y a tout un traitement aussi qui est très très important, que ce soit dans le traitement de l'urine ou de manière générale, c'est tout ce qui est traitement de la pollution organique. Donc on sait que si on rejette plein de pollution organique dans des milieux naturels, et ben là, on va avoir des problèmes d'eutrophisation. Enfin, voilà, si on rejette beaucoup trop de nutriments, ça, c'est pas forcément des problèmes qui sont liés à l'hygiénisation. Donc ça, c'était peut-être juste un petit peu pour dire que hygiénisation, quand on parle de ça, on parle vraiment de santé publique pathogène. Et donc, on sait typiquement que le compost est un processus d'hygiénisation. Donc, typiquement, l'OMS recommande pour pouvoir utiliser un compost de matière fécale 2 ans de compostage. Alors, bien sûr, il faut que voilà, certains composts doivent monter en température. Bah, typiquement, le procédé le plus simple d'hygiénisation de manière générale, c'est quand on fait chauffer. Donc, à partir d'un certain degré, les bactéries, finalement, vont mourir. Donc, le compostage, c'est un procédé d'hygiénisation. Maintenant, différents types de systèmes. Donc, les systèmes que j'ai présentés, par exemple, bah, certains, il y a déjà un compostage. D'autres, il y a aussi des supports bactériens sur du charbon qui voilà, vont mettre en place des bactéries et tout un procédé et un écosystème qui font que on peut avoir un processus d'hygiénisation. Donc, ça veut dire une diminution des quantités de bactéries problématiques, donc de pathogènes. Donc voilà, après hygiénisation par exemple d'une eau traitée, si je continue sur vraiment que l'hygiénisation, on peut penser à typiquement avoir une eau traitée qui sort d'une installation et faire un traitement UV. Alors je ne dis pas que là c'est vraiment juste informatif que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais voilà, ça c'est des procédés d'hygiénisation qui existent. Après, en ce qui concerne la stabilisation des nutriments, le retrait des nutriments, des effluents qu'on rejette dans l'environnement, ça c'est encore une autre question. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais... Merci beaucoup. Dans la continuité, notre question, peut-on utiliser l'urine récoltée en agriculture biologique? Alors, pour le moment en France, hein, puisque là du coup, il y a je sais plus comment, la fédération, j'ai oublié le nom de la fédération, n'accepte pas. Donc, avec le réseau de l'assainissement écologique, on est en discussion avec eux. On espère que cela pourra changer, mais pour le moment, c'est pas possible. Merci. Ça n'empêche pas que certains et certaines le font, hein. Une question complémentaire, j'en profite pour saluer son auteur Thomas. Que veut dire traiter l'azote aux steppes? Traiter l'azote en steppe, ça veut dire souvent on transforme l'azote. Alors il y a plusieurs moyens de faire, mais typiquement une étape dans les stations d'épuration qui traite l'azote, c'est ce qu'on appelle la dénitrification.
Donc là, on a parlé de nitrification. En fait, à chaque fois, c'est des procédés qui amènent à des formes d'azote différentes. Donc typiquement, nous, ce qu'on évacue à travers l'urine, mais dans nos eaux usées, c'est plutôt de l'ammonium qui, après, en contact de l'oxygène, va faire de l'ammoniac, voire du N2, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc après, nous, quand on parle de nitrification, on va transformer cet azote très volatile, etc., en NO3, donc en nitrate, qui, lui, va être plus stable et qui est aussi assimilable par les plantes, mais qui en trop grande quantité dans les milieux naturels est aussi problématique, hein, surtout typiquement en Bretagne avec les élevages, etc. Et donc, dénitrification, c'est encore le procédé de après qui va faire que cette forme d'azote va retourner dans l'air sous forme de l'azote qui est présent naturellement dans l'air. J'ai un très très gros blanc. Voilà. On a une question qui concerne les émissions de gaz à effet de serre du compostage. Est-ce que s'il y a une génération de méthane qui a un fort pouvoir de réchauffement, est-ce qu'on peut comparer ça avec les émissions liées à une station d'épuration? Alors moi, je peux répondre que pour, en tout cas, le cas de la Suisse. Donc effectivement, les processus de compostage, encore plus quand c'est des grosses installations, normalement, ça doit justement être maîtrisé et il ne doit pas y avoir une production de méthane. Si on a une production de méthane, c'est que c'est le compostage, il y a un problème. Donc la production de méthane, elle arrive dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Et le compostage, par principe, c'est un procédé qui a besoin d'oxygène, donc qui est aérobique. Alors, nous, en tout cas, ce qu'on sait au niveau de la Suisse, c'est que ça ne peut pas vraiment être comparable dans le sens que déjà dans les tuyaux, dans les canalisations, dans les égouts, on a là, par contre, une production de méthane parce que voilà, il y a de l'eau, c'est pas forcément aéré. Parce que dans les stations d'épuration, pour stimuler la dégradation, on injecte de l'oxygène, hein. Donc, on a déjà une production de méthane dans les tuyaux. Et en plus de ça, c'est ce dont je parlais avant, il y a le N2O, donc c'est aussi le gaz. C'est ça, j'ai un énorme blanc. Je crois que c'est le protoxyde d'azote, voilà, merci, qui, lui, est un gaz très, très puissant à effet de serre et on a en tout cas maintenant en Suisse découvert il y a peu que ça représente 2% des émissions suisses. Et en fait, ça, c'est lié souvent à une mauvaise nitrification ou ben voilà, une stabilisation des formes de l'azote qui est pas bonne. Et donc là, on a des grosses productions, enfin, en fait, des faibles productions de ce gaz, mais qui ont un gros impact. Donc, je dirais que c'est pas comparable, mais j'ai pas des chiffres pour le montrer maintenant. Et pour compléter tes propos, Johanna, donc il faut savoir que le procédé Haber-Bosch, hein, qui permet de capter l'azote de l'air pour en faire des engrais, donc qui sont largement achetés et répandus sur nos terres, ça représente presque 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Merci beaucoup pour ces compléments. Je vois que leur tourne. On n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Il en reste quelques-unes en suspens. Comme d'habitude, on pourra vous faire une petite transmettre quelques éléments par écrit avec la restitution de la vidéo et des supports qui ont été présentés aujourd'hui par Samia et Johanna. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous étiez relativement nombreux en ligne. Je crois qu'on était pas loin de 90 à vous écouter. Et un immense merci à Samia et Johanna pour nous avoir éclairé sur ce sujet éminemment plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. On voit qu'on est sur voilà, une problématique qui a de beaux jours devant elle et avec sûrement des solutions techniques à imaginer dans nos projets de construction de rénovation. Très bonne journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir.